Bienvenue dans le 19e débrief de cette saison 2023 du Grand Prix du Qatar. C'était l'avant-dernier week-end de la saison. Il n'en reste plus qu'un la semaine prochaine à Valence. Le titre n'est pas encore décidé, tout se jouera la semaine prochaine. Nous, on va faire le débrief de ce week-end au Qatar. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et comme hier, excusez-moi, j'ai un peu moins la pêche puisque je suis tombé malade au moment où j'enregistre. Bref, on est parti. On commence par le classement de la course avec la première victoire en MotoGP de Fabio Di Giannantonio. Et oui, Francesco Bagnaia termine à la deuxième position devant Luca Marini, troisième. On retrouve en quatrième place Maverick Viñales devant Alex Marquez, cinquième. Brad Binder termine sixième devant Fabio Quartararo, septième. Enea Bastianini termine à la huitième position devant Jack Miller. Et celui qui complète le top 10, c'est Jorge Martin. Il l'aura finalement fait, Fabio Di Giannantonio décroche sa toute première victoire en catégorie Rennes pour ce qui sera probablement son avant-dernier Grand Prix en MotoGP, en tout cas pour le moment. Et oui, Di Giannantonio, il n'a pas de guidon pour l'an prochain. C'est bien malheureux quand même, hein. Fabio Di Giannantonio mérite complètement sa place pour l'an prochain au vu de ce qu'il fait. Mais justement, il a perdu sa place parce qu'il n'a pas été compétitif la première partie de saison, et même un petit peu plus derrière. Il s'est réveillé au moment où il a perdu son guidon chez Gresini, où il a été remplacé par Marc Marquez. Donc c'est vraiment dommage qu'il se réveille à cette période-là. Et du coup, c'est assez incroyable quand même que Di Giannantonio s'impose et que pourtant il ne sera probablement pas en MotoGP l'an prochain. C'est quand même assez incroyable. Ce week-end, Fabio Di Giannantonio a été vraiment excellent. En qualification, il est présent, il est en première ligne, deuxième derrière Luca Marini, c'est excellent. Ensuite, la course au sprint, là aussi, il est très très bon et il finit à la deuxième position. Derrière, cette fois-ci, Jorge Martin. Et cette fois-ci, il n'a pas voulu terminer deuxième. Il est allé se battre avec Francesco Bagnaia jusqu'au bout, jusque dans les derniers tours. Alors, au premier virage, à 2 tours de la fin, je crois, il y a eu une petite chaleur où Bagnaia a failli emporter Di Giannantonio avec lui. Mais bon, au final, il est resté devant l'Italien qui a commis une erreur du coup. Puis Fabio a déroulé du coup dans le dernier tour. Bref, une victoire vraiment excellente. Il est allé la chercher au forceps sans qu'il y ait de chute devant. C'était le seul qui avait le rythme de Francesco Bagnaia et qui l'a battu. Franchement, chapeau, deuxième podium de la saison en 4 courses pour Fabio Di Giannantonio, qui se révèle vraiment en ce moment. Mais donc, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, il n'y aura probablement pas de guidon pour Fabio Di Giannantonio l'an prochain. C'est vraiment un comble, hein. Franchement, c'est vraiment dommage qu'il ait rien fait en début d'année et qu'il se soit réveillé en fin de saison. Peut-être qu'il a trouvé un truc, hein, tout naturellement. Est-ce que c'est parce qu'il a perdu sa place qu'il a commencé à relever le niveau? Enfin, je sais pas. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage parce que Fabio Di Giannantonio, il fait une fin de saison excellente. Dommage. Francesco Bagnaia repart vainqueur du Grand Prix du Qatar. Alors, il n'a pas remporté la course, mais face à Jorge Martin, son seul rival maintenant pour le titre mondial, eh bien, il est passé de 14 à 21 points d'avance au championnat. Donc il arrive à Valence avec un petit paquet de points. Je rappelle qu'il y a 37 points qui peuvent être inscrits dans le même week-end, course sprint plus course principale. Et Bagnaia, encore une fois, comme depuis de nombreux Grands Prix maintenant, eh bien Martin est l'homme du samedi, Bagnaia est l'homme du dimanche. Et encore une fois, Bagnaia a souffert en course sprint où il termine 5e, mais vraiment en délicatesse, quand Martin s'était imposé. Et puis en course principale, là il fait un excellent départ et depuis sa 4e position, il bondit en tête de la course au premier virage. Un départ magnifique. Ensuite, il garde la tête de la course tout le long. Mais il y en a un qui garde son rythme, c'est Fabio Di Giannantonio. Et à 2 tours de la fin, eh bien, il le dépasse. Ce ne sera pas une victoire pour Francesco Bagnaia, mais tout de même, ça fait 2 gros points de ramassés sur Jorge Martin, qui a eu une course très compliquée. On en reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Bref, un week-end qui a été bon pour Francesco Bagnaia et surtout, il gratte des points sur Martin. Des points très très précieux pour le championnat. Bon, en revanche, on a eu une grosse frayeur à 2 tours de la fin dans le premier virage où il freine un peu mal et il manque de percuter Di Giannantonio et de se retrouver lui-même au sol, ce qui aurait été catastrophique puisque s'il avait chuté, eh bien Martin aurait fini 9e potentiellement
Et donc, eh bien, les deux hommes se seraient retrouvés à égalité de points avant Valence. Donc, vous voyez, ça change beaucoup de choses. S'il était tombé, on serait passé de 21 à 0 points d'écart. Comme quoi, une chute, ça peut tout changer. En tout cas, Francesco Bagnaia, depuis le Grand Prix de Catalogne, il manage très bien son avance sur Jorge Martin. Maintenant, il n'y a plus qu'à tenir le dernier week-end à Valence. Si vous voulez mon avis, il y a de fortes chances quand même que Bagnaia obtienne un deuxième titre mondial. Mais on ne sait jamais, cette saison est assez folle et tout peut être renversé en une seule course. Donc on ne sait jamais. À voir la semaine prochaine. Un très bon week-end aussi du côté de Luca Marini qui a fait l'un de ses meilleurs week-ends en carrière, je pense. Il obtient sa deuxième pole position de la saison, sa deuxième en carrière d'ailleurs aussi, qui arrive au plus bon moment, puisque c'est au moment où il y a toutes les négociations pour le contrat avec le HRC pour l'an prochain. Il y a de fortes chances que Luca Marini rejoigne le timon d'Arepsol aux côtés de Joan Mir. Donc cette pole position, elle vient à point nommé et ce week-end vient à point nommé aussi pour le pilote italien qui a fait une belle course. La course au sprint a été solide. Après, il en manque un petit peu encore, un petit peu comme depuis les débuts de Luca Marini en MotoGP en 2021. Il est bon en qualif, il n'y a pas de souci. Mais en course, il en manque encore un petit peu. Et là encore ce week-end, il en manque un tout petit peu. Mais bon, ça reste encore très correct. Il fait podium en course sprint et il refait le podium aussi en course principale. Alors il est resté dans le groupe avec Alex Marquez et Brad Binder un bon moment. Il était 5e à un bon moment de la course. Il y a Viñales qui est arrivé de derrière. Au moment où Viñales est arrivé, il s'est dit bon, je vais accélérer un petit peu, je vais dépasser Marquez, je vais dépasser Binder. Et puis au final, il s'est échappé dans les derniers tours pour sécuriser son podium. Et heureusement, puisque Viñales a dépassé les deux pilotes également. Donc s'il n'était pas passé, probablement que Viñales lui aurait pris ce podium. Donc bref, un bon week-end aussi du côté de Luca Marini. Attention parce que du coup, Luca Marini, avec ce très bon week-end, il peut jouer le top 5 au championnat. Et ouais, il est revenu pas très loin de Johan Zarco. Donc attention, il y a une belle bataille là. Entre Zarco, Espargaro, Marini et Viñales, ça joue vraiment une petite dizaine de points. Justement, Maverick Viñales, il a fait un week-end plutôt correct et encore une fois, il sauve Aprilia. Je ne sais pas quoi dire. Aprilia, à chaque séance d'essai, on a l'impression que c'est la moto la plus forte chaque week-end. À chaque fois, Viñales et Espargaro sont très hauts. Et là, encore plus, ce week-end, où là, c'était pas les deux motos officielles qui étaient devant, c'était les 4 motos. Même le team RNF était devant. Raúl Fernandez fait le meilleur chrono de la FP2, là où ça compte pour les qualifications. C'est pour vous dire. Et puis au final, encore une fois, en qualification, il se rate. En course, c'est encore pire. Je sais pas. Aprilia est bon en essai, mais ensuite, ça ne suit pas. Maverick Viñales qui score des gros points pour Aprilia au vu du reste de ce qu'a fait les autres pilotes. Alex Espargaro, c'est un week-end à oublier complètement. Une chute en course sprint avec son coéquipier de chez Aprilia, Oliveira, qui s'est d'ailleurs blessé. Donc là, c'est une catastrophe pour Aprilia. Et puis, après, il a été légèrement blessé Alex Espargaro. Et puis, du coup, il a dû mettre pied à terre durant la course. Et puis, du côté de Raúl Fernandez, rien d'exceptionnel au final. Pourtant, c'était le meilleur chrono de la FP2. Je comprends pas. Il n'y a pas de points pour Raúl Fernandez non plus. C'est décevant, très décevant. Et donc, Maverick Viñales, c'est celui qui sauve Aprilia avec une 8e position en qualification, soit 2 places devant Alex Espargaro, qui se fera pénaliser de 6 places pour son mauvais comportement et sa gifle sur le casque de Morbidelli. Je ne vais pas en parler maintenant, mais bref, un comportement vraiment mauvais de la part d'Alex Espargaro ce week-end. Ensuite, il fait 6e de la course sprint, ce qui est plutôt pas mal. Et puis ensuite, il a un gros rythme en course principale, où il remonte jusqu'à la 4e place. Et je pense que le podium, il était possible, il était pas loin à un moment donné. Malheureusement, Marini s'est mis à accélérer à la fin et il n'a pas pu aller le chercher. Donc ça finira au pied du podium pour Maverick Viñales, mais c'est un moindre mal pour Aprilia, qui a eu du mal finalement ce week-end après un très bon vendredi. C'est incompréhensible. Un bon week-end aussi du côté de Fabio Quartararo, mais c'est encore très frustrant. C'est dommage, la Yamaha elle n'est pas performante sur un tour. Très clairement, il n'y arrive pas, Fabio. Il fait le 14e chrono, il passe pas par la Q2. C'est vraiment dommage parce qu'il avait un bon rythme lui aussi, les essais, c'est pareil. Fabio, il a des bons rythmes en essai, mais il n'arrive pas à faire le tour chrono.
Et à partir de la qualif, là ça devient très compliqué. On sait que la Yamaha a du mal à dépasser, que dès qu'il est en peloton, ça se passe mal. Bon, cette fois-ci, ça s'est bien passé. Il a fait de belles remontées. Il termine notamment à la 8e position de la course sprint. Il score 2 petits points en partant 14e. C'est pas mal sur une demi-course. C'est bien avec la Yamaha. Donc, ouais, très bonne course sprint. C'est assez rare de sa part de faire des remontées en course sprint. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, il était vraiment très optimiste pour la course principale. Il visait même le podium. Alors, moi, je trouvais que c'était un petit peu too much. Bon, il partait depuis la 13e position avec la pénalité d'aller chez Spargaro. Il prend un bon départ, il se retrouve 11e. Il est un petit peu bloqué, comme à son habitude. Les premiers tours sur la gomme neuve, c'est compliqué pour Fabio Quartararo. Mais ensuite, il a un très bon rythme. À un moment donné, il avait le rythme des leaders de Bagnaia et de DJ Antonio. C'est pour vous dire. Vraiment dommage. Sa position sur la grille, parce que s'il part de la première ligne, je peux vous dire que Fabio, il joue la victoire avec la moto qu'il a. Donc, ouais, c'est vraiment dommage. Ce qu'il faudra améliorer l'an prochain, c'est clairement le rythme sur un tour. Avec ça, Fabio pourrait déjà se battre plus souvent pour les podiums, je pense. Donc, Fabio Quartararo termine 7e de cette course, donc c'est bien. Malheureusement, il aurait manqué 2-3 tours pour aller chercher Marquez et Binder, pour aller chercher un petit top 5. Bon, après, derrière, Bastianini revenait vraiment très très fort aussi, donc il aurait probablement dépassé. Donc, on va finir sur une 7e position, c'est pas si mal. En tout cas, ça confirme que depuis le Grand Prix d'Inde à peu près, depuis la tournée asiatique, ça va un peu mieux pour cette Yamaha, surtout pour Fabio Quartararo. Bon, pour Morbidelli, évidemment, c'est toujours aux mêmes positions. Et donc on termine par le grand perdant de ce week-end qui pourtant commençait de la meilleure des manières avec la course sprint, Rollray Martin, qui a remporté une nouvelle course sprint le samedi. Alors que franchement, les essais libres, il était dans les choux complets. C'était assez impressionnant. Il n'avait pas du tout de rythme. Il a réussi à faire un bon tour pour passer directement en Q2. Bon, ensuite, il sauve les meubles en qualification avec une 5e position juste derrière son rival Francesco Bagnaia. Il nous fait un superbe départ où il dépasse Bagnaia justement au premier virage du premier tour en course sprint. Ensuite, il y a une bataille entre les deux pilotes. Il le redépasse. Vraiment, les deux pilotes se sont touchés 2 fois dans la course sprint. Mais Martin avait un superbe rythme pour aller remporter cette course sprint juste devant Fabio Di Giannantonio, pendant que Bagnaia, lui, avait quelques problèmes sur cette course. Et puis le lendemain, c'était totalement l'inverse. Bagnaia faisait un super départ. Martin s'est complètement raté. Il y a eu des wheelings, ça zigzaguait à droite à gauche. Enfin, c'était vraiment un mauvais départ. Il se retrouve 8e et puis ensuite, il n'a pas du tout de rythme. Il se retrouve avec la bataille, notamment avec Fabio Quartararo, Jack Miller, Johan Zarco, Marc Marquez, Enea Bastianini aussi à un moment donné. Enfin, il se fait dépasser par beaucoup de pilotes. Il a juste réussi à retenir Marquez et Zarco, même si bon, Zarco a pu jouer le coéquipier, le bon coéquipier, pour notamment gêner Marc Marquez aussi, notamment dans le dernier tour. Bon, je trouve pas ça vraiment correct de la part de Johan Zarco d'aller dive. Il a fait un dive bomb sur Marc Marquez qui allait jamais passer. Il percute Marquez. Bon, ça lui fait pas perdre plus de temps que ça pour Marc Marquez, mais quand même, je trouve pas ça terrible de la part de Johan Zarco. Il a voulu protéger son coéquipier, c'est bien, mais bon, pas comme ça. Bon, c'est un peu dommage. Au final, Johan Zarco, lui, il termine à la 12e place, encore un week-end plutôt décevant de la part du Français. Et donc, pour en revenir à Rollray Martin, là, c'est une grosse perte. Il termine 10e, il perd beaucoup de points. Je crois qu'il y avait 14 points d'écart entre Bagnaia et Martin. L'écart s'était réduit à 7 points après la course sprint. Il y avait franchement quelque chose à faire. Au niveau du mental, c'était clairement l'avantage de Martin. Et puis, non, il a complètement souffert. Alors, c'était probablement le pneu arrière, parce qu'on l'a vu à la fin, à l'arrivée de la course. Martin a regardé l'arrière de sa moto, le pneu arrière notamment. Je sais pas, il y a eu un problème en tout cas avec son pneu ou quelque chose à l'arrière de la moto. Donc, franchement, c'était une catastrophe et tout s'est retourné contre lui finalement. Au championnat, il a 21 points de retard sur Bagnaia, il y en a 37 à prendre à Valence. C'est très très compliqué pour voir Rollray Martin champion du monde. C'est pour ça que maintenant je mets ma petite pièce sur Bagnaia quand même. Il a franchement très bien résisté à Martin depuis la deuxième partie de saison tout simplement. Vraiment dommage de la part de Rollray Martin. Maintenant, tout reste à jouer pour le Grand Prix de Valence. Voilà, maintenant je vous affiche les notes des pilotes et des constructeurs que j'ai mis pour ce week-end au Qatar.
Vous faites pause si vous voulez voir plus en détail les notes et nous on passe au championnat. Au championnat des pilotes, Francesco Bagnaia compte donc maintenant 21 points d'avance sur Jorge Martin. Tout va se jouer à Valence. Marco Bezzecchi reste 3e, devant Brad Binder 4e. Johann Zarco creuse légèrement l'écart sur Aleix Espargaro qui est 6e. Attention derrière, Luca Marini et Maverick Viñales 7 et 8e. Ils recollent. Il n'y a plus qu'une petite dizaine de points entre Zarco P5 et Viñales P8. Attention, Fabio Quartararo est 9e et Alex Marquez rentre dans le top 10. Au championnat des constructeurs, Ducati maintenant à 663 points, c'est colossal. KTM, eux, deuxième avec 348 points, c'est un écart phénoménal entre Ducati et KTM. On retrouve ensuite Aprilia qui a 39 points de retard sur KTM. La deuxième position est d'ores et déjà à oublier pour Aprilia. Derrière, Yamaha qui prend encore un peu plus d'avance sur Honda pour la 4e position. Il y a maintenant 13 points d'écart entre Yamaha 4e et Honda dernier. Au championnat des équipes, ça y est, c'est fait. L'équipe satellite Pramac devient champion du monde des équipes 2023, devenant ainsi, je crois, l'une des premières équipes satellites à devenir champion du monde en MotoGP. Bravo à eux, ils ont franchement fait une saison exceptionnelle avec notamment Jorge Martin, entre autres, et puis Johann Zarco qui a aussi mis pas mal de points quand même en banque. Ensuite, on retrouve le team officiel Ducati et toujours devant le team Mouni VR46. On a 3 équipes Ducati aux 3 premières places. Ça fait mal pour la compétition et pour les concurrents aussi. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix du Qatar de MotoGP. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve jeudi, si je dis pas de bêtises, pour une nouvelle interview avec un YouTuber. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez très bien. Jeudi ou vendredi. Voilà, je sais plus. Bref. Dans la semaine, il y aura une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.